suis encore en vacances. T'as pas encore fait? Bon, très bien. Ok, est-ce que tu as des questions sur toutes les notions qu'on a faites? Non, ça va. Ça va? Tout est Oui. clair? T'as eu le temps de bien réviser? Oui. Bon, ben, c'est nickel. Alors, aujourd'hui, on va voir une notion dans la continuité de celle que tu vois en classe, la technique. On va tout simplement voir le travail. Voilà, donc très souvent, c'est une notion qui est croisée avec la technique et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, tout simplement, le travail en philosophie, qu'est-ce que ça va nous donner? Comment tu pourrais définir le travail d'un point de vue assez général, juste dans la vie de tous les jours? Je dirais que le travail, ça correspond à une technique qui nous permet d'obtenir certaines choses. Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que le travail est une fin en soi ou est-ce que ça nous permet d'obtenir d'autres fins? On va s'intéresser un petit peu à tout ça. En tout cas, le travail, c'est une activité fondamentale de l'être humain. Et en effet, ça va lui servir à obtenir d'autres choses. Tout simplement, le travail consiste à transformer la nature pour répondre à ses besoins. Un petit peu comme la technique finalement, sauf que ça va prendre d'autres formes. Bon, le travail, c'est souvent perçu à la fois comme une contrainte et comme une nécessité. Une nécessité, pourquoi? Ça va nous permettre de gagner de l'argent et du coup de répondre à des besoins, voire avoir des plaisirs, mais c'est aussi une nécessité, comme on le verra avec certains philosophes, tout simplement parce que ça permet de maintenir une hygiène de vie stable, de contribuer au bon développement de la société, etc. Bon, en tout cas, soit c'est une source d'émancipation, soit c'est une source de contrainte. Et historiquement, les sociétés humaines sont toujours organisées, ont toujours organisé le travail selon des logiques culturelles, économiques, politiques, etc. En tout cas, on va pouvoir diviser le travail en différentes rubriques, en différentes thématiques. Donc voilà, si le travail semble d'abord être un rapport de l'homme à la nature, parfois, ça peut être quelque chose d'assez aliénant qui est profondément et intrinsèquement lié à notre société. Donc, c'est pas juste transformer la nature pour répondre à des besoins, c'est aussi propre à notre société. Ok. On va s'intéresser un petit peu à toutes ces thématiques. Mm. Il reste intrinsèquement lié à notre société. On va tout simplement voir quatre grands thèmes. J'espère qu'on a le temps de voir les quatre aujourd'hui, sinon on continuera sur la prochaine fois. On va voir dans un premier temps le travail entre nature et culture. Donc ça, c'est vraiment lié au thème que tu as vu précédemment. On va voir ensuite le travail comme une propriété et une valeur. On va voir ensuite la division du travail. Et enfin, dans une quatrième notion, on va allier le travail et le pouvoir. Ok. Mais commençons d'abord avec ce que tu connais plutôt bien, le travail entre nature et culture. Alors, en tout cas, à première vue, le travail, ça semble être une activité propre à l'homme, donc qui se distinguerait des autres êtres vivants. Mm. Mais certains animaux vont commencer à modifier leur environnement, etc. Bon, en tout cas, certaines de leurs activités vont être dictées par leur instinct. Mm. Alors que l'homme travaille finalement de façon beaucoup plus réfléchie, avec une organisation sociale. Donc le travail de l'homme se fonde sur une organisation sociale. Le travail, c'est pas seulement une action qui est naturelle, donc transformer la nature pour répondre à des besoins, c'est aussi une construction culturelle. Donc le travail, bien que nécessaire pour répondre à des besoins en transformant la nature, est également une création culturelle qui façonne les sociétés humaines. Voilà.
Et d'un point de vue anthropologique, le travail, ça va souvent être ce qui arrache l'homme un petit peu à son état de nature, comme la culture ou la technique. D'un point de vue anthropologique, le travail arrache l'homme à la nature, comme la culture ou la technique. C'est-à-dire quoi, anthropologique? Anthropologique, Hmm. c'est tout ce qui va toucher l'étude de l'homme. Ok. Et cette idée, elle a notamment été développée par Karl Marx. Karl Marx. Est-ce que tu vois un petit peu qui c'est? Je pense que tu l'as étudié en histoire, avec tout ce qui est histoire de l'URSS. Euh, j'ai étudié, mais j'ai oublié alors. On l'avait aussi un petit peu vu ensemble, tu sais, c'est celui qui était contre le capitalisme. Ah oui, dans un texte, on l'avait vu, oui. Ouais, c'est ça. Donc pour lui, le travail, c'est une activité fondatrice de l'humanité. Donc en transformant la nature, l'homme se transforme lui-même. Et il va un petit peu essayer de parler de l'aliénation par le travail. Donc il Ouais. souligne que le travail est ce qui distingue l'homme de l'animal. Donc l'animal, il agit de manière instinctive. Toute la journée, il fait des choses, mais c'est uniquement ce que son instinct lui dit de faire. Et le Hmm. travail, pour Marx, ça éloignerait l'homme, du coup, de son instinct naturel. Il va commencer à projeter des actions, à imaginer, à planifier. Ouais. Voilà. Et là, bon, ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément négatif, c'est juste un constat. Mais il va ajouter, Marx, du coup, que dans un système capitaliste, le travail devient une forme exploitée. Une forme exploitée, ça veut tout simplement dire que certaines personnes, des grands patrons par exemple, vont, si tu veux, exploiter des personnes en produisant des richesses grâce à leur travail, mais ces personnes-là vont être très peu payées et vont faire un travail dans de mauvaises conditions avec des gestes très répétitifs. Hmm. Et ça, pour Marx, ça conduit à l'aliénation par le travail. Donc, c'est-à-dire la dépossession de soi-même et devenir un produit, un propre produit de son travail. Hmm. Donc Marx, au début, il fait juste le constat que le travail, ça éloigne l'homme de son instinct naturel. Mais parfois, ça l'éloigne trop, comme dans une société capitaliste, par exemple, et du coup, l'homme serait totalement aliéné. Il ferait des gestes machinales toute la journée, mais sans savoir réellement pourquoi. Ok. Donc ça, on va l'écrire. Pour Karl Marx, le travail détache l'homme de son instinct. Contrairement aux animaux qui agissent selon leur instinct et les lois naturelles. Il va même plus loin. Pour lui, dans une société capitaliste, le travail serait à l'origine de la dépossession, donc déposséder, et l'aliénation du travailleur. Donc l'aliénation par le travail ou l'aliénation du travailleur. Donc voilà, Hmm. le travailleur devient une force exploitée au service de la production de richesse au profit d'un chef d'entreprise ou d'un État, etc. Ok. Alors, ce que je te propose de faire, c'est qu'on lise rapidement un texte qui illustre mes propos, enfin qui va les développer tout simplement, un texte de Karl Marx, pour que ça te paraisse beaucoup plus clair. Hmm. C'est un tout petit texte, donc je te laisse peut-être 10-15 minutes pour le lire et ensuite on en discute ensemble. Et tu vas Ok. voir que c'est juste ce que je viens de te dire. Hmm.
Juste, c'est peut-être plus pertinent par un texte. Donc, on est bien sur un texte de Karl Marx. Voilà. Et juste après ça, on va parler un petit peu de ce dont il parle, etc. Hmm. Je te laisse 10-15 minutes, Juste, je pense que ça suffit pour te rendre hmm. compte. Juste, j'ai une question. Oui. C'est dire quoi plus précisément quand il parle de la dépossession du travail? J'ai pas très bien compris. Alors, c'est expliqué dans le texte, mais la dépossession du travail, tu vois, imagine-toi un petit peu les personnes qui travaillent à la chaîne ou qui travaillent dans les usines, tu Hmm. vois. Oui, Et ben, elles font des gestes très très machinales toute la journée sans vraiment savoir pourquoi. Parce qu'elles ne voient jamais le produit fini de ce qu'elles sont en train de fabriquer. Par exemple, quand tu assembles deux pièces entre elles, toute la journée, tu assembles les deux mêmes pièces, mais tu verras jamais la fin, tu verras jamais la création. Et du coup, tu vas pas comprendre tes gestes sans cesse, tu vas faire la même chose sans vraiment comprendre pourquoi. Et au fil du temps, tes gestes, ils vont vraiment devenir répétitifs. Donc, tu n'auras plus du tout besoin d'y penser. OK? hmm. Oui, Et tu vas penser à rien, tu vas regarder dans le vide. Et c'est ça la dépossession par le travail. ok, C'est quand en fait ton travail il est tellement répétitif et tu ne comprends tellement rien à ce que tu fais qu'au final tu vas t'arrêter de penser et tu vas juste faire des gestes de façon tout à fait machinale. Ok. ok. Hmm. Alors que tu vois par exemple un patron du coup qui est à la tête de cette usine, qui est à la tête de cette entreprise, il va voir le produit fini, il va voir l'argent que ça génère, il va essayer de négocier des contrats, etc. Donc il va voir pourquoi il travaille le patron. Hmm. Alors que l'employé, tout en bas de la chaîne, il voit pas ça, il voit pas l'argent qui rentre, il voit pas le produit qu'il a créé en entier, tu vois. Donc il Oui, va pas comprendre et ça va un peu l'aliéner au fil du temps. ok, Voilà. C'est comme si tous les jours tu faisais la même chose toute la journée, ben, au bout d'un moment, tu penses même plus et tu te perds un petit peu dans ton esprit. Et c'est ça l'aliénation par le travail. ok. Est-ce que c'est compris? Oui. Nickel. Alors, je te laisse 10-15 minutes, ça devrait suffire pour lire le texte et ensuite on en discute ensemble. Mais tu verras que tu comprendras beaucoup mieux. Hmm.
Ok, Adam, est-ce que tu as fini de lire le petit texte? Il s'agit juste d'illustrer mes propos. Oui, Est-ce que tu as lu, est-ce que tu as des questions concernant le vocabulaire ou une phrase qui te paraîtrait un petit peu floue? C'était la phrase vers la fin. Je comprends pas trop l'idée avec l'ouvrier ressent la nature extérieure du travail. Par le fait qu'il n'est pas son propre bien, mais celui d'un autre, qu'il ne lui appartient pas. Que dans le travail, l'ouvrier ne s'appartient pas à lui-même, mais à un autre. Bah, tout simplement que l'ouvrier a l'impression d'être exploité par un patron et que le patron l'appartient. Pourquoi le patron l'appartient? Tout simplement parce qu'il a l'impression d'être exploité, que ce qu'il produit au cours de la journée, ça produit beaucoup plus de richesse que ce qu'après lui reçoit sur sa fiche de paye, parce que le patron décide un petit peu de ses horaires, de ses tâches de la journée, de son salaire, etc. Mm. C'est pour ça qu'il n'a plus l'impression d'être lui-même, mais d'appartenir à quelqu'un. Et en plus de ça, il a besoin de ce salaire-là, du coup, pour vivre. Donc, ça explique cela. Oui. Est-ce que c'est compris? Mais je vais revenir dessus de toute façon, t'inquiète pas. Ok. Voilà. On va un petit peu voir le thème abordé, de quoi ça parle ce texte. Hmm, un peu de... J'aurais dit... du coup, ça parle du travail, mais plus précisément, ça va parler euh, de comment les ouvriers voient le travail, Ouais, c'est ça du point de vue finalement. négatif, du coup. Et quel point de vue négatif? Pourquoi c'est assez négatif le travail pour un ouvrier? Parce que ici, ça montre que ça veut illustrer qu'ils ne sont pas libres dans le monde du Ouais. travail. Exactement, tout simplement c'est ça. Donc le texte explore le thème de la dépossession du travail ou l'aliénation. Dans le contexte du travail, oui, ouvrier. Voilà, c'est ça, tout simplement, travail ouvrier. Et Marx, du coup, il s'intéresse à la relation entre l'ouvrier et le travail dans un système capitaliste. Dans un système. Donc ça, c'est le thème. Maintenant, au niveau de la thèse, du coup, Marx soutient que dans un système capitaliste, le travail salarié aliénant, dépossède l'ouvrier de lui-même. Donc tout simplement qu'il n'a plus l'impression de s'appartenir, mais qu'il appartient tout simplement à un patron. Mm. Euh, ok. Alors, ça, je vais te l'écrire. Soutient la thèse selon laquelle dans un système capitaliste, l'ouvrier ou le salarié, hein, c'est pas tout à fait la même chose, est dépossédé par son travail. Le travail devient extérieur à lui, l'oppressant. Bon, comme tu l'as dit, c'est assez négatif Mm. que l'épanouissant. C'est vrai, quelle source d'inspiration on peut trouver dans un travail répétitif qu'on ne comprend pas? Le salarié est donc contraint et non volontaire. En gros, le travail est conçu uniquement pour des besoins extérieurs. Voilà. Autrement dit, on travaille juste pour vivre au lieu de directement trouver une source de plaisir dans son travail. Ouais. Voilà, donc répondre à des besoins extérieurs. Donc la conséquence de tout ça, c'est que l'ouvrier ne s'appartient plus, mais appartient à un autre. Autrement dit, l'employeur.
Oui, hein, dans ce texte, il va parler de l'extériorité du travail, donc il va commencer un petit peu à expliquer que le travail est extérieur à l'ouvrier, c'est-à-dire qu'il n'est pas intrinsèquement lié à son être ou à son essence. Mm. Donc, autrement dit, l'ouvrier ne s'affirme pas dans son activité, au contraire, il va chercher à se nier, il va chercher à s'oublier dans son travail, il va trouver zéro satisfaction, zéro enrichissement, même pas d'épanouissement, etc. Au contraire, ça prendra directement une forme de malheur en réalité. Et le travail, c'est un espace où l'ouvrier ne peut pas déployer librement ses capacités physiques, intellectuelles, etc. Au contraire, ça le consume, voire ça le mortifie en réalité. Donc voilà, c'est ainsi que Marx va souligner que c'est quelque chose d'assez oppressant. Ok. Ensuite, il va un petit peu explorer l'argument de la perte de soi. Donc tout simplement, l'ouvrier n'a pas le sentiment de s'appartenir. Mm. Voilà, il a le sentiment d'appartenir à un autre. Il se sent un petit peu étranger à lui-même, comme s'il agissait sous la contrainte d'une force extérieure. Il y a cette forme d'oppressement qui t'empêche en gros de faire ce que tu veux, etc. Et c'est à ce moment-là que tu appartiens réellement à un autre, à savoir à celui qui t'inflige la contrainte, donc en l'occurrence tout simplement le patron. Mm. Et il va y avoir non plus une individualité, mais une dualité entre l'individu et lui-même. Voilà. Et aussi dans ces moments où il est en pause, où il est en repos, ses jours de congé, etc., il se retrouve en quelque sorte, mais lorsqu'il est au travail, il ne se reconnaît plus et c'est quelqu'un de totalement différent, qui n'a plus de désir, qui n'a plus de volonté, etc. Qui s'oublie. En fait, il s'oublie pour que ça passe plus vite. Alors que lorsqu'il est dehors, il pense à lui, il fait des choses qu'il aime, etc. Mais pour pouvoir vivre dehors, bah, il a besoin de son travail qui du coup lui procure tout simplement de l'argent. Mm. Voilà. Donc le travail, du coup, est perçu comme une contrainte par Karl Marx. Pourquoi une contrainte? Parce qu'il est nécessaire. On en a besoin pour vivre à l'extérieur et être nous-mêmes. Enfin, tout simplement, le travail, c'est ce qui procure l'argent. Et l'argent, c'est ce qui permet de vivre, donc d'avoir un logement, d'avoir à manger ou de faire ou d'avoir un petit peu des loisirs quand même. Sauf que tout ça, c'est possible que par le travail. Mm. Donc en réalité, le travail pour Karl Marx, c'est tout simplement imposé par des nécessités économiques. Voilà. Oui. Et donc, Marx qualifie ce travail de travail forcé. Travail forcé, pourquoi? Pas parce que tu es l'esclave de quelqu'un, mais parce que tu es l'esclave un petit peu de l'argent. Tu as besoin d'argent pour vivre parce que la vie, ben, coûte en fait. Mm. Et c'est pas un moyen de répondre à des besoins, enfin, à des besoins autres que ceux dont tu as réellement besoin, selon Oui. ce que j'ai, etc. Et ça ne répondra jamais à des aspirations personnelles. Mm. D'accord? Ce qu'il faut bien que tu retiennes avec Karl Marx, c'est que pour lui, le travail, c'est tout simple, ça permet de répondre aux exigences du système économique et de survie. Bon, tu Oui. vois un petit peu le communisme, ce que c'est? Mm. Oui. Ben, Karl Marx, il était communiste. Voilà. Ok. Donc, et il pensait qu'en réalité, dans la société, tu as besoin d'argent pour vivre, ce qui est vrai, mais que c'était la société, c'était le système qui t'imposait ça et du coup, tu étais obligé de faire du travail forcé. Ok. Voilà. Et du coup, tu as une absence de liberté et une totale aliénation. Mm. Et enfin, il va parler de la propriété de l'individu. Du coup, que comme c'est un travail forcé, l'individu ne s'appartient plus, mais appartient à un autre, du coup son employeur. Voilà. Mm. Donc là, les thèmes que tu vas retenir par rapport à ce texte, et après on retourne sur la notion globale du travail, c'est tout simplement extériorisation. Extériorité, on va mettre.
du travail, la perte de soi, le travail comme contrainte et la propriété. Nickel, on va revenir à notre cours. Bon, ça c'était un petit peu la vision du travail selon Karl Marx. Mm. Mais Marx n'est pas du tout le seul à penser ça, bien au contraire, ses théories et pensées vont être reprises après et approfondies par Herbert Marcuse. Donc Herbert Marcuse, c'est aussi tout simplement, comme Karl Marx, un philosophe qui va reprendre cette idée d'aliénation du travail. Et il va critiquer la manière dont le travail, dans les sociétés modernes, devient, si tu veux, un instrument de domination et de conformisme. Mm. Donc, Herbert Marcuse a des idées. Pour lui, le travail n'est plus un moyen d'émancipation, mais un outil de contrôle qui aliène l'individu en le rendant dépendant d'un système économique et technologique. Dans une société de consommation, du coup, le travailleur est conditionné à produire et à consommer sans remettre jamais en question la finalité de son activité, de ses actions, etc. Donc, Mm. si tu veux, dans toute cette rubrique, tu vas retenir que le travail se situe à la croisée de la nature et de la culture. Pourquoi? Parce que tout simplement, il nous permet de transformer la nature pour répondre à des besoins. Donc, il va permettre à l'homme de s'extraire de la nature et de s'y Mm. inscrire durablement. Mais selon l'organisation sociale et économique, il peut aussi être source d'émancipation ou d'aliénation. Donc, comme ce qu'on a vu avec Marx. Est-ce Ok. que tu as des questions? Non, ça va. Ça va? Mm. Alors, on va passer à notre petit 2 du coup, travail, propriété et valeur. Donc, le travail, du coup, ça peut aussi être soit une source de propriété, soit de valeur. On va expliquer ça dans cette nouvelle rubrique. Et cette question, elle a été très longuement débattue par les philosophes au courant des siècles. En fait, elle va engager une réflexion sur la justice sociale et l'économie. Donc, si le Mm. travail transforme la nature et produit des richesses, bah, il ne garantit pas que les richesses soient équitablement réparties en réalité. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Donc, pour John Locke, finalement, le travail est ce qui fonde le droit de propriété. Donc, selon lui, la nature appartiendrait à tout le monde, mais lorsqu'un individu y applique son travail, donc lorsqu'il va transformer la nature de son plein gré et par le fruit de son travail, il s'approprie légitimement le fruit de son effort. Mm. Le travail, la nature, pardon. Mais dès qu'un individu transforme la nature par son travail, alors il s'approprie légitimement le fruit de ses efforts.
tout simplement, c'est lui qui a transformé cette partie de la nature. Mm. Donc pour John Locke, c'est normal que ça lui revienne. Et cette idée, ça repose sur une conception qu'on appelle libérale. Une conception libérale du travail et de la propriété. Chacun a droit aux produits, aux biens qu'il produit ou qu'il Mm. transforme. Et Ouais. c'est le travail, du coup, que tu vas apporter qui justifie cette possession. Mm. Donc chacun a droit aux biens qu'il produit. Le travail justifie la possession. Mais cette vision, elle ne prend pas en compte les inégalités, du coup, qui peuvent naître d'un accès différencié aux ressources naturelles et aux moyens de production. Ouais. Bon, voilà. Et du coup, Jean-Jacques Rousseau, à l'inverse, il va remettre du coup en question cette justification de propriété. Et pour lui, la propriété privée, c'est une invention sociale qui ne repose sur aucune nécessité naturelle. Ça Mm. repose sur une convention arbitraire. Ouais. Pour lui, la possession repose sur une convention arbitraire. Bon, dans son discours sur l'origine, c'est le titre de l'ouvrage, et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, il va affirmer que la propriété, c'est le premier fondement des inégalités sociales. Mm. Donc la propriété est égale premier fondement des inégalités sociales. Donc pour Rousseau, ça serait faux de dire que le travail donnerait accès à la propriété. En réalité, la propriété n'est qu'une construction sociale qui permet à des individus de s'approprier des ressources au détriment des autres. Mais à aucun moment, ça serait le fruit de leur travail. Ça serait juste une appropriation. Ils s'arrogeraient des biens en prenant pour excuse le travail. Mais pour Rousseau, ça serait totalement faux et ça ne serait en réalité qu'une construction sociale. Maintenant, pour Nietzsche. Nietzsche, il va adopter une critique beaucoup plus radicale que les deux qu'on vient de voir. Lui, il va dénoncer la manière dont le travail est construit dans les sociétés modernes. Je m'explique. Pour lui, le travail, c'est souvent glorifié comme une vertu morale. Je pense Mm. que tu l'as remarqué dans notre société actuelle, les gens qui travaillent, voilà, ils peuvent être fiers d'eux, c'est encore une valeur, c'est encore une vertu. Mais Nietzsche, il va dire que, contrairement à ce qu'on pense, le travail, c'est un instrument de domination. Et il va critiquer toute cette morale du travail en disant oui, travailler c'est bien, etc. Lui, il va critiquer tout ça. Il va dire que c'est juste quelque chose pour dominer les autres. Et ça va enfermer les individus dans une logique de soumission qui leur empêche de développer leur véritable potentiel créatif. Je m'explique. En gros, la société va te pousser à croire que travailler, c'est très bien. Et que les gens bien, c'est les gens qui se lèvent le matin et qui vont travailler et ils vont rentrer tard le soir. Là, ensuite, ils pourront se reposer parce qu'ils ont bien travaillé. Pour Nietzsche, la société, elle te fait croire ça, mais c'est totalement faux. C'est pas ça qui est bien. Pour Mm. lui, c'est pas bien de travailler tout le temps, sans savoir ce que tu fais, de manière machinale. Pour Nietzsche, c'est vrai, c'est bien de travailler parce que ça peut être positif pour toi, etc., pour la société. Mais ça ne doit pas t'empêcher de développer tout ton potentiel créatif, de penser à toi durant la journée, etc. Ouais. Donc pour Nietzsche, en gros, la société, elle créerait un petit peu une compétition au travail où chacun doit montrer ce qu'il peut faire, etc. Et qu'en réalité, ça serait source de domination pour certains et source de complexe pour d'autres. Alors que Nietzsche, bah, il dit que c'est justement, c'est contre-productif et en réalité, il faudrait que chacun
développe sa propre créativité. Voilà. Hmm. Alors, pour Nietzsche, le travail est un instrument hmm, glorifié comme une vertu morale. Ce qui enferme les individus dans une logique de soumission et non d'épanouissement personnel et les empêche de développer leur potentiel créatif. Alors, je te propose de lire pareil pendant quelques instants un texte du coup écrit par Nietzsche. Alors, qui va un petit peu illustrer mes propos. Donc pareil, en 5-10 minutes, on va juste lire un texte de Nietzsche et ça nous permettra de mieux comprendre ce qu'on vient de dire. Et après, dès que tu l'as lu, tu me poses toutes tes questions s'il y a des questions. Et ensuite, on trouvera le thème, la thèse ensemble, on discutera un petit peu de tout ça. Alors, on est sur Nietzsche. Voilà, je te laisse tranquillement le lire et me poser tes éventuelles questions.
C'est bon, j'ai fini. Ok, alors, est-ce que c'est un texte compliqué pour toi parce que ça a pris pas mal de temps? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu aimerais qu'on revienne par rapport au texte là de Nietzsche? Mm. Est-ce qu'il y a des choses qui sont restées incomprises pour toi ou que tu as eu un petit peu plus de mal à comprendre? C'est juste, j'ai eu un peu plus de mal, mais sinon, ça va, j'ai compris. Là, Tu j'ai compris. as eu un peu plus de mal à cause des mots qui sont employés ou juste à cause de l'idée globale du texte? Un peu les mots, surtout, Surtout les... j'avais pas trop compris vita complantiva. J'avais pas Ok, trop compris ce que ça ok. voulait dire. Alors, on va revenir dessus. Il n'y a pas de souci. Tout simplement, Vita... Alors, Contempliva, c'est tout simplement tout ce qui va être autour de la contemplation. Donc, une vie de contemplation. Une vie de Ok. contemplation, c'est une vie où tu prends le temps, etc. C'était vraiment pas expliqué? Non. Si, c'était expliqué entre parenthèses, c'est-à-dire pour la promenade avec pensée, des amis, etc. Une Mm. vie de contemplation, c'est tout simplement une vie où tu prends le temps, tu as le temps de réfléchir, tu as le temps d'être créatif, de te poser. Une vita contemplativa, c'est pas une vie où tu as le nez dans le guidon, tu te lèves le matin, tu prends les transports, tu vas au travail, tu rentres chez toi, tu es épuisé, tu t'affales. C'est pas du tout ça, c'est exactement l'inverse. C'est une vie où tu te lèves, tu as le temps, le matin, tu lis le journal, tu penses à ce qui se passe dans le monde, tu réfléchis à tes projets, tu essayes de construire quelque chose. Voilà, c'est de ça dont parlait Nietzsche ici. Alors, il est où le texte de Nietzsche? Voilà. Et plus précisément, ici, il va parler de ça. Il va opposer la place du travail dans la société moderne. Je dois travailler le plus possible, etc. Et il va l'opposer à une vie plutôt douce, plutôt calme, qui laisse place à la créativité. D'accord? Mm. Alors, on va en rester là pour aujourd'hui. C'est la fin de l'heure et demie. Ok. En tout cas, si tu as d'autres questions, d'autres mots inconnus, n'hésite pas à les marquer sur une feuille et à me les poser la prochaine fois. Ok. Ici, je t'ai mis le thème, la thèse et les arguments avancés par Nietzsche par rapport à ce texte-là. D'accord? Oui, Bon, ben, je te souhaite un très bon week-end et je te dis à la semaine prochaine. à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.